Tout à l'heure, vous avez parlé d'un sac scolaire, hein, c'est ça, des enfants, Oui. des enfants de l'école avec des armes, c'est-à-dire, vous avez dit des grenades et comment vous avez dit ça, Les des revolvers, les revolvers à pistolets. l'intérieur. C'est un sac qui était porté par quelqu'un ou bien qu'on avait abandonné comme ça? Non, 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 mais c'était porté par quelqu'un. Il le mettait à côté, on se cachait quand il y avait les tirs, et après, à chaque fois, il se déplaçait. Nous aussi, on suivait. On était là. Bon, je ne sais pas, peut-être il me prenait aussi pour un guerrier, moi, je ne sais pas, mais j'ai été à côté, j'ai vu. Donc, quand j'ai fini avec, j'ai vu ma sèche, je me dis, non, ben, je vais rentrer. J'arrive sur le chemin, dans le marché même. Les ninjas, ils avaient la priorité partout. Donc, dans le marché même, ils étaient là avec. Oui, mais selon vous, pardon, alors que vous allez continuer tout à l'heure, selon vous, déjà vous nous parlez de ce sac scolaire avec des armes, c'est un civil qui portait ça, vous parlez d'un ninja. Après, vous vous êtes retrouvé devant un autre qui était bien habillé, vous dites qu'il s'appellerait Masashi, si vous me Massacre. dites, et qu'il avait aussi des armes. Selon vous, où est-ce qu'il pouvait trouver ces armes? Parce qu'en ce temps-là, je ne pense pas que Kolela pouvait avoir des armes ou l'argent pour acheter les armes. Ah, là, vraiment, ça, je ne sais pas, mais moi, j'ai vu les armes. Ça, c'est pas on m'a dit, c'est moi-même. Il y en avait Donc, ces beaucoup? ninjas-là, normalement, s'ils peuvent écouter également ce témoignage-là, ils vont le confirmer. Que oui, c'est vrai. Donc, quand je finis avec lui, je vais rentrer. J'arrive en plein marché là de, je ne sais pas comment ils appellent ça, là où il y a cette gendarmerie là. Je vois une autre voiture et j'ai vu ce sac là que j'avais vu au lendemain. Toujours, il n'y avait plus beaucoup d'armes, mais le sac était là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Par maladresse, je vais encore regarder le sac en question. Et quand je regarde, c'est là où je vois un ninja qui surgit. Je dis, mais monsieur, mais Beno, ah Beno nani talou anaka moi tu mission, mais que je saka moi tu filet beto. Et on m'a pointé l'arme sur la tête. Pendant qu'on va continuer, Hilaire Locaux, je veux savoir une chose. Dans le même temps, on va cogiter, comme on dit, hein, on va poser des hypothèses. En fonction de ce que vous avez observé, est-ce que vous avez eu l'impression que finalement, il y avait quelqu'un derrière qui tirait les ficelles, qui voulait mettre deux camps en opposition pendant que lui, il était en retrait, c'est-à-dire mettre, par exemple, Bernard Colella en opposition avec Pascal Lissouba, qu'ils se battent et lui, il est derrière en train de tirer les Ben oui, ficelles, mais comme on dit. attendez, ça ce n'est plus à expliquer aux Congolais, mais tout le monde le sait très bien que non, non, que voilà, c'était une préparation, c'était Sassou Nguesso qui était là pour se préparer. Et l'histoire du Congo, vraiment, c'est parce qu'on cache tout. Vraiment, c'est difficile de comprendre ce que c'est le Congo, vraiment. C'est pas vraiment facile. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Donc, Oui, je parce vous que dis, tout à l'heure, je posais l'hypothèse ou je posais la question de savoir comment expliquer que Bernard Colella, qui venait, en fait, qui sortait de l'opposition, comme on l'a toujours connu, un monsieur qui n'a jamais été ministre en ce temps-là, il n'a voilà. jamais été président de la République, il n'avait aucune activité commerciale pour autant qui pouvait lui apporter aussi des milliards parce que les armes coûtent beaucoup cher et qu'il se retrouve avec une milice bien armés jusqu'aux dents. Après, on se posait la question de savoir d'où venaient ces armes. Ben voilà. Et pourquoi est-ce que c'est Ndengue qui vient donner le coup d'envoi à Bakongo, c'est-à-dire qui vient donner, tirer les trois coups de feu, comme pour donner le ton, c'est-à-dire voilà, le coup d'envoi, allez, ça démarre, ça doit aller. Ah, voilà. Mais il faut se poser la question. Donc là, aujourd'hui, quand on va faire les analyses, on va très bien comprendre, non, oui, voilà, il y avait quelque chose qu'il faut monter. Donc, il y avait bien une préparation pour mettre le feu dans le pays. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de suivre R7. Vous avez certainement eu vent de la note de service 2091-PR-CCE-DGSP-CAB, portant création d'une direction des forces spéciales près la Direction générale de la sécurité présidentielle le 14 août dernier. Je vous refais donc la lecture.
Il est créé au sein de la Direction générale de la sécurité présidentielle une direction des forces spéciales en vue de renforcer les capacités opérationnelles de la Direction générale sus-syndiquée et de répondre aux préoccupations majeures du commandement. La direction des forces spéciales, après la direction générale de la sécurité présidentielle, comprend le bataillon des opérations spéciales, l'unité antiterroriste, le détachement de drones, le détachement nautique. L'organisation et le fonctionnement de la direction des forces spéciales près la direction générale de la sécurité présidentielle sont fixés par un texte spécifique. La présente note prend effet à compter de la date de signature. Rappelons également l'existence, bien entendu, du décret numéro 2009-125 du 23 avril 2009 portant attribution et organisation de la Direction générale de la sécurité présidentielle. À son titre 2, l'organisation, bien entendu, à son article 4, le décret précise que la Direction générale de la sécurité présidentielle, outre le secrétariat de direction et le centre d'analyse et des prospectives, comprend la direction de la sécurité rapprochée, la direction de la protection, la direction des affaires administratives et financières, la direction technique, la direction des transmissions. Alors, notre question, d'où vient que l'on puisse encore créer une direction générale sous une direction générale, bien entendu, en passant outre ce décret? C'est la preuve, après vous pourrez nous dire si nous nous sommes trompés, que c'est une milice privée. Mais pour quel but concrètement? Qui sont les hommes qui la composent, puisqu'elle existe déjà depuis le 14 août dernier? Est-ce des Rwandais? Comme vous le savez, nous avons cette affaire de cession des terres du Congo au Rwanda et d'aucuns disent qu'il existerait des mercenaires étrangers qui ont été enrôlés dans ces forces. Est-ce des militaires des FAC, donc les forces armées congolaises? Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce que le ministre de la Défense et le chef d'état-major général n'ont-ils pas posé leur signature sur cette note? Autant d'inquiétudes que suscite la création et l'existence, depuis le 14 août dernier, d'une direction des forces spéciales en violation de tous les textes réglementaires. Donc, une milice privée. C'est ainsi que nous y revenons aujourd'hui avec Hilaire Loko, qui nous dira ce qu'il pense évidemment de la création de cette milice privée à la présidence du Congo. Mais il nous fera également un témoignage, notamment sur ce qu'il a vécu, bien sûr, dans les années 1993, 94 et 1997, période où, comme vous le savez, des milices privées ont semé des troubles au Congo-Brazzaville pour rendre, bien sûr, le pays ingouvernable, mais aussi des massacres. Bonjour, Hilaire Loko. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, le grand journaliste, monsieur Christian Perrin. J'ai ce grand plaisir d'être reçu par vous afin qu'on puisse débattre de la situation du pays. Ça fait grand plaisir pour moi, pour que je puisse donner également mes idées ou bien mes propositions, parce que je suis quand même congolais. Et je suis aussi un fruit du PCT quand même, parce que nous, on est passé par la jeunesse, on était à la FENAGESCO, j'étais à Drapeau Rouge, j'étais le président chargé à la presse, propagande et information de la FENAGESCO. Donc, je n'ai pas voulu continuer. Moi, quand ça ne marche pas, je ne continue pas. Quand je trouve que non, il y a quelque chose de bizarre qui va arriver, ben, je ne continue pas. C'est pourquoi je m'étais retiré de toutes ces choses-là. Merci. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes un Kama membre, comme on dit chez Kama, vous, voilà. en miniature. Voilà, c'est Kama qui allait se former et on a eu à faire tout. C'est Drapeau Rouge. Donc, Drapeau Rouge, nous, on était à Drapeau Rouge. Moi, j'étais à l'internat. Qui devait partir à l'internat, ce sont les meilleurs élèves normalement qui partaient à l'internat. Donc, il fallait avoir une certaine moyenne pour que vous puissiez intégrer l'internat. Donc, j'y étais, j'ai fait. Mais je pense que non, la sécurité d'État, ils ont également mon nom là-bas. Parce que il y a des moments où on constatait qu'ils venaient pour chercher peut-être même à m'enlever. Parce que moi, j'étais quelqu'un aussi qui pouvait donner l'ordre. Donc voilà, ne faites pas ceci et faites cela et par rapport à tout ce qui s'est passé pendant cette période-là.
quand on était à En tout Dragourou. cas, donc, merci d'être avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes transitaire, résidente en France. Alors, donc, je disais tout à l'heure, nous allons parler de cette note qui crée des forces spéciales à la présidence de la République du Congo, une note qui viole toute la réglementation, bien sûr, en vigueur au Congo-Brazzaville. Vous avez certainement lu la note vous aussi. Alors, votre premier commentaire sur cette note. Merci de m'avoir accordé la parole, mais vraiment, c'est regrettable. Mais oui, mais c'est le régime qui est comme ça. Le Congo n'est pas dirigé par un gouvernement, le Congo n'est pas dirigé par un président, mais le Congo est dirigé par un cartel. Ceux qui Ah, connaissent carrément, vous dites carrément un cartel, hein, donc carrément un mafieux. cartel, ceux qui connaissent les cartels, ils savent comment ça fonctionne. Et ce fonctionnement, c'est la même chose qu'on est en train de voir au Congo. Pourquoi créer de telles choses? Pourquoi créer de tels groupements? Pourquoi? Pour aller où? Là où la population est en train de chercher le gouvernement, là où la population est en train de chercher le président, il n'est pas là-bas. Ils sont là dans les coups bas, dans les coups hauts, dans les coups bas, c'est-à-dire on cherche seulement des moyens, c'est seulement la politique qui prime. Qu'est-ce que je vais faire pour que je puisse rester au pouvoir? Qu'est-ce que je vais faire pour que je puisse tuer les Congolais? Est-ce que c'est ça l'avenir du Congo? Moi, je dis non. Je dis non. Pourquoi je dis non? Parce que non, mais quand même, c'est insupportable. Il y a des conséquences à des créations de ce groupe. Quand on les crée, après, il y a toujours des conséquences. Parce qu'après, il y aura chacun qui va se dire, moi aussi, à mon niveau aussi, je peux créer. Donc, c'est ça qu'on ne veut pas. Mais maintenant, la question qu'il faut les poser, c'est de savoir pourquoi créer ces unités-là. Parce que les conséquences, on va les vivre. On les verra. Moi, j'ai mon témoignage à moi que je vais apporter. Évidemment, Et ceux qui sont avant de faire ce témoignage, Hilaire Locaux, vous vous êtes posé une question légitime d'ailleurs, pourquoi créer de telles forces spéciales, soient-elles, dans un pays où il y a l'armée, la police, la gendarmerie, il y a la garde présidentielle, pourquoi créer donc des forces spéciales? Et tout à l'heure, on se posait la question de savoir qui vont faire partie évidemment de ces forces spéciales parce que les informations qui nous remontent déjà nous parlent voilà, des mercenaires étrangers, la vérité c'est ça, et nous continuons évidemment à faire nos investigations. Dès que nous aurons des informations fiables, on les donnera aux Congolais. Et donc, une telle création vient, comme qui dirait, jeter un peu de l'inquiétude dans la masse, dans les Congolais qui commencent à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur est au pouvoir depuis fort longtemps, 40 ans déjà, avec bien sûr une petite pause de 43 ans dans les années 92. Et lorsque je parle des années 92, je vais proposer à nos téléspectateurs un extrait d'une vidéo. Il s'agit bien sûr du frère, je crois bien, du général Nyangambwala. Il s'appelle également, lui aussi, il s'appelle Nyangambwala, bien sûr, au Kanzé. Écoutez ce qu'il raconte. Et on revient sur le plateau. Et je vous rappelle encore, tant que vous allez en 92, au Lusubadoye pouvoir, si vous vous rappelez ce qu'ils étaient là, si vous vous rappelez de la réunion qui s'était tenue dans le col 5 février, l'officier va n'angola comme ça peut que biso to kufa nae et il est là fidèle nae alors ba comment nae c'était le général Nyanga Tiembola, c'était le ministre Pierre Roba, c'était le général Florent Chiba, c'était le général Morolende, et il y avait les Saspen aussi, et il y avait d'autres. Pour Nyanga Mbwala Okanze, c'est ça son nom, en 1992, à l'école 5 février, des officiers avaient juré fidélité à Denis Sassou Nguesso alors qu'il n'était plus au pouvoir. Et on comprend déjà que par là, quelque chose se préparait déjà. Pour Denis Sassou Nguesso, ça veut dire qu'il ne peut pas vivre son pouvoir. C'est ce que ça veut dire en réalité. voilà. Et donc, en parlant de cette unité spéciale qui est une milice, c'est ça qu'il faut rappeler,
C'est une milice qui a été créée et curieusement, tout le monde est silencieux là-dessus. Le Voilà. gouvernement congolais, le Premier ministre n'en parle pas, Le Sénat. n'annule pas la note. Voilà. Les députés n'en parlent pas, les sénateurs n'en parlent pas, alors que c'est un danger qui guette désormais les Congolais. Ces armes qu'ils vont acheter, soi-disant les drones, puisqu'il y a une unité nautique, on parle même de l'antiterrorisme. Peut-on parler du terrorisme au Congo-Brazzaville? Il faut qu'il soit clair dans tout ça. Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce que ces forces spéciales sont créées par un directeur général? Comment un directeur général peut-il encore créer une direction générale sous lui en passant outre les textes réglementaires? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et toutes les hypothèses sont bonnes à poser. Voilà pourquoi nous les posons aujourd'hui. Alors, donc, je reviens vers vous, Hilaire Loko. D'abord, sur le témoignage. Parce que là, on voit bien que c'est le modus operandi de Denis Sassou Nguesso, la violence, pour Voilà. soit conserver le pouvoir ou pour conquérir le pouvoir. Voilà. Alors, vous avez vécu certaines violences, évidemment, des milices en 1992. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est pourquoi je dis dans ces choses-là, après, il y a toujours les connaissances, des conséquences. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me rappelle bien, c'était en novembre, je pense que c'est le 2, comme ça, là, novembre d'une certaine année. Mais l'année, je vous ai dit que c'est l'année où on est venu bombarder la radio de Bernard Kolela qui se trouvait Ça doit à Bakou. être 1993, Voilà. par là. Donc, je vivais à Météo, dans la rue Bitala. La nuit, vers 18h, 19h, comme ça là, on a entendu les coups de feu vers la station de l'Angola Libre. On appelle station Angola Libre, au point là. Je crois avec 3 coups. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et après, on commence à se renseigner. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, non. Les gens nous disent, non, il y a un Ndenge qui était à la station là-bas, et ben, ils ont fait, je sais pas, il a tiré 3 coups comme ça là. Je me dis, mais c'est quoi? Ok, c'est passé. Et au lendemain, nous, on se réveille. Pardon, en ce temps-là, Ndenge est avec Denis Sassou Nguesso, donc à l'opposition. Oui, mais il a été toujours avec Denis Sassou Nguesso. Mais comme c'était eux les maîtres qui régnaient de partout, moi, je ne sais pas ce qu'il est venu chercher là-bas. Moi, je ne comprenais absolument rien. Mais c'était là, et au lendemain, j'entends que, bon, voilà, on est venu attaquer la radio de Bernard Kolela. Et ça commençait à tirer de partout. Donc, mais pardon, moi, Hilaire, je vais continuer tout à l'heure. Juste une précision. Avant ces 3 coups de feu tirés par Ndenge, est-ce que avant, je dis bien avant ces 3 coups de feu, il y avait des mouvements bizarres, il y avait déjà des tirs partout, ou bien c'est par là que ça a commencé? non, c'est par là que ça a commencé. Au lendemain, c'est là où ça a commencé. Et c'est la guerre que moi j'ai vécue à Bakongo là-bas. À Bakongo, donc à Météo. Et cette guerre-là, oui, je me rappelle. Donc, au lendemain, quand ça commence, nous, on ne reste pas à la maison. Moi, je ne suis pas resté à la maison. Je suis remonté au goudron là-bas pour voir ce qui se passe. Quand j'arrive, je commence à voir les mouvements et il y a une organisation. Les taximens qui commencent à prendre les armes. Il y avait ceux qui distribuaient les armes sur mes yeux. Et je voyais des gens, ils quittaient quelque part, il était en voiture, en sens, il arrive là, on dit non, mais tu ne peux plus continuer, il faudrait que tu t'arrêtes. Va garer la voiture. Donc ça a commencé. Et moi, je ne comprenais plus rien. J'étais là. Après, ça tirait. Ça tire du côté de Total vers chez nous. Les balles venaient tomber là où on était. Donc, ça tombait parfois sur les tôles des magasins sénégalais qui sont au point là. Et après, on a cherché à s'abriter. Quand on s'abrite, vous voyez, mais c'est ça, la loyauté. Que les gens puissent comprendre, la loyauté. Moi, en 1997, j'étais encore en 3e. Et pendant cette période-là, c'est là où il y a eu beaucoup de braquages. On commençait à brûler les écoles. Et il y a eu ces situations-là, comment on appelle, là où on brûlait, Rio, je ne sais pas, il y a eu des situations comme ça. Donc, Et donc, pardon, on revient un peu sur les tirs, les 3 coups
de feu tiré par Ndengue, François Ndengue, qui est à la retraite aujourd'hui, l'ancien directeur général de la police congolaise, un fidèle de Denis Sassou Nguesso, alors qu'ils sont à l'opposition. Il vient tirer 3 coups de feu. Est-ce qu'on peut penser que c'est un coup d'envoi qu'il venait de donner? Mais moi, oui. Mais quand je fais mes analyses, maintenant, je commence à comprendre ça. Il y a beaucoup de choses que je commence à comprendre maintenant. Ben, je me dis, oui, c'est ça encore. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors donc, revenons un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé après que François Ndengue ait tiré ses 3 coups de balle ou de feu, comme vous avez dit tout à l'heure. Après, vous avez vu des taximens qui commençaient à s'armer, à qui on donnait les armes. Voilà. À la suite, c'était quoi? Ben, la suite, c'est quoi? Ben, voilà, mais c'est la guerre qui a commencé. C'est la guerre qui a commencé. Eh ben, les ninjas, ils ont pris les armes. Et de l'autre côté, là-bas, ça tirait de partout. On ne savait même plus qui tirait sur qui. Et voilà, c'était la débandade. La débandade. La population, ils ont commencé à quitter les lieux. Mais moi, je suis resté à Météo là-bas. Donc, je disais qu'on s'est camouflé dans les caniveaux pour se protéger contre les tirs. Et je vois un sac des ninjas. Parce que là-bas, c'était les positions des ninjas. Un sac scolaire qui était bourré de grenades et des revolvers. Donc, ça a continué toute la journée. Ça tirait, ça tirait. C'était la débandade. C'est là où on a vu même, la première fois que je commençais à voir, on commence à prendre, à transporter les gens dans les brouettes, parce que donc il y a eu des blessés et pour emmener à l'hôpital, voilà. Donc c'était vraiment la débandade. J'ai assisté à tout ça là. Au lendemain, les populations marguées, ces tirs-là, ils ont commencé aussi, ils ont continué à vaguer à leurs occupations. Et il y avait le marché de Bakongo, le marché qui se trouve là où il y a le compte de la gendarmerie, qui fonctionnait. Et qu'est-ce que je me dis? Ben, je vais y aller. Je ne sais pas ce que je suis allé voir. Après un certain moment, je vois, ce sont les Chilikas qui sont rentrés dans Bakongo. Un installé à Total, l'autre installé vers Lorsque vous dites, pardon, les chilikas, c'est-à-dire les chars avec les chenilles, c'est ça? chars qui sont capables de tirer sur les avions, avec les gros Je et vois, ceux oui. qui ont des petits feux et ceux qui ont de gros tuyaux là. Ils sont venus jusqu'à Abifouichi là-bas. Je ne Donc là, comprenais ils viennent quand? 2 jours après que François Dengue ait tiré. Oui, je pense que c'est ça. Mais je sais que notre l'événement peut être retracé. Ce jour-là, les Chilikas, ils sont rentrés à Bakongo. Même à l'Angola libre là-bas, il y en a un. C'est-à-dire, il arrivait, il tournait, il baissait son tuyau et son canon, et voilà, il tournait. Et les gens fuyaient de partout. Même quand ils sont arrivés au marché là-bas, les mamans, ça pleurait de partout. Il y a ceux qui sont partis, qui ont fui. J'ai pris de mon courage moi-même, je suis allé monter sur le char et j'ai parlé au pilote. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes à Bakongo, il n'y a pas de problème. Vous, vos trucs que vous utilisez ici, là, ce sont des trucs qui font mal à la population. Et vous venez vous baisser les canons, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je vous dis, Et quand il seulement... baissait, pardon, quand il baissait les canons, là, ça tirait ou bien c'était pour Non, non, ils intimider n'ont les pas gens? tiré. Non, mais non, ils n'ont pas tiré. S'ils ont tiré, ça serait grave. Aujourd'hui, il n'y aurait plus vraiment de population à Bakongo là-bas. Ils n'ont pas tiré, mais c'était l'intimidation. Et je leur Alors, ai dit donc, non. vous êtes monté sur le char, vous avez parlé avec le pilote. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et après, je leur ai dit non de rentrer. Seulement comme ça l'a inspiré. Et dit non qu'avant 11 heures, si vous ne rentrez pas, vous serez attaqués et vous allez mourir vous tous. Seulement comme ça. Après, je suis descendu. Quand je suis descendu, je me rabats sur un mur. J'arrive là-bas. C'est là où je vois, il y avait quelqu'un bien habillé à côté. Un ninja aussi. Un ninja très populaire. Vraiment, jusqu'alors, je cherche son nom. Je n'arrive même pas comment on l'appelait. Vraiment, je ne me rappelle plus. Masashi. Voilà, Masashi. Masashi était là. Et derrière Masashi, il y avait un mur. Et c'était blindé, c'était bourré des armes. Et avec il y avait des munitions, il y avait des PMK, il y avait des grenades. Donc,
j'ai seulement regardé derrière, comme ça, là, j'ai vu les armes, et je regarde la personne qui est bien habillée, ma sèche était là. Et après, quand je me déplace, on me dit, ah, mais toi, qu'est-ce que tu es allé chercher à côté de ma sèche? Il était là tout calme, il s'occupait même, c'est-à-dire, non, il s'occupait même pas. Et les militaires ne savaient pas que non, non, que ma sèche peut se retourner seulement, prendre l'arme et rafaler sur eux, ils vont mourir. Donc ça, c'est bien après que je comprends cela. Et après, je me dis, bah voilà, dès que j'ai vu cela, je dis non, je dois rentrer. Je commence Alors, à pardon, partir. tout à l'heure, vous avez parlé d'un sac scolaire, hein, c'est ça, des enfants, Oui, des enfants de l'école avec des armes, c'est-à-dire, vous avez dit des grenades, comment vous avez dit ça, les des revolvers, les revolvers à pistolets. l'intérieur. C'est un sac qui était porté par quelqu'un ou bien qu'on avait abandonné comme ça? Non, 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 mais c'était porté par quelqu'un. Il le mettait à côté, on se cachait quand il y avait les tirs, et après, à chaque fois, il se déplaçait. Nous aussi, on suivait. On était là. Bon, je ne sais pas, peut-être il me prenait aussi pour un guerrier, moi, je ne sais pas, mais j'ai été à côté, j'ai vu. Donc, quand j'ai fini avec, j'ai vu ma sèche, je me dis, non, ben, je vais rentrer. J'arrive sur le chemin, dans le marché même. Les ninjas, ils avaient la priorité partout. Donc, dans le marché même, ils étaient là avec. Oui, mais selon vous, pardon, alors que vous allez continuer tout à l'heure, selon vous, déjà vous nous parlez de ce sac scolaire avec des armes, c'est un civil qui portait ça, vous parlez d'un ninja. Après, vous vous êtes retrouvé devant un autre qui était bien habillé, vous dites qu'il s'appellerait Masashi, si vous le Massacre. dites, et qu'il avait aussi des armes. Selon vous, où est-ce qu'il pouvait trouver ces armes? Parce qu'en ce temps-là, je ne pense pas que Kolela pouvait avoir des armes ou l'argent pour acheter les armes. Ah, là, vraiment, ça, je ne sais pas, mais moi, j'ai vu les armes. Ça, c'est pas on m'a dit, c'est moi-même. Il y en avait Donc, ces beaucoup? ninjas-là, normalement, s'ils peuvent écouter également ce témoignage-là, ils vont le confirmer. Que oui, c'est vrai. Donc, quand je finis avec lui, je vais rentrer. J'arrive en plein marché là de, je ne sais pas comment ils appellent ça, là où il y a cette gendarmerie-là. Je vois une autre voiture et j'ai vu ce sac-là que j'avais vu au lendemain. Toujours, il n'y avait plus beaucoup d'armes, mais le sac était là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Par maladresse, je vais encore regarder le sac en question. Et quand je regarde, c'est là où je vois un ninja qui surgit. Je dis, mais messieurs, mais Beno, a Beno nani talou anaka moi tu mission, mais que je saka moi tu filet beto. Et on m'a pointé l'arme sur la tête. Donc, pour dire que qui vous envoie nous épier ou Voilà. ou Donc vous espionner, c'est ça. ah ouais, pour eux, voyez, c'est pourquoi je vous dis non que parfois, M. Perrin, que non, je suis mystique. Hein. Je dis franchement la vérité. Parce que quand il a pointé l'arme sur la tête, il pouvait bien tirer. Et moi, j'étais là, je lui dis non, aussi tire. J'ai eu ce courage-là. Si ce ninja-là existe encore, il peut également le témoigner. Oui, le mec, il avait dit non que je puisse tirer. Mais il ne tirait pas. Et les mamans, ça commençait à pleurer de partout là. Eh, moine, eh, maman, moine, où elle est? Eh, maman, moine, où elle est? Il a pointé l'arme. Et après, il a baissé son arme. Il a dit non, disparaît de là. Donc pour lui, parce que, attends, le Congo c'est ça. Le cartel du Congo c'est comme ça. On peut te coller le motif à la minute. On dit que non, non, bon voilà, tu es un espion. Donc pour eux, que moi j'étais un espion de l'Issouba, donc je suis venu pour donner les informations sur les ninjas. Parce que quand ça tirait là, ça tirait jusqu'à, je sais pas, ces cachets-là, je ne sais pas comment on les appelle, mais c'était l'opposition, c'était la guerre entre l'Issouba et Oui, Kolela. oui. C'est ça le problème. Donc, après, j'ai continué mon chemin. Quand j'arrive au coin là, pour descendre, longer le mur et descendre vers le bas, là où il y a la rue Bitala, au coin, je trouve également des militaires bien blindés. Ils avaient des lance-roquettes. Et il y avait des enfants, oh non, 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 il y avait des enfants, des petits enfants, c'est-à-dire qui jouaient avec eux, qui venaient, qui les provoquaient. Je parle bien des petits enfants. Après, je suis passé, j'ai dit aux militaires, je vous donne jusqu'à 11 heures. Si vous ne quittez pas ce lieu, vous allez mourir. C'est ça que je leur ai dit. À l'instar de quoi? Parce que je me suis rappelé quand j'ai vu ma Sachi là-bas avec les armes. Donc, ça veut dire non que tout le Congo était blindé des armes. Donc, c'est-à-dire, en moindre faux pas, si Massachi avait tiré, ça devait faire rentrer la panique et les chars devaient commencer à tirer sur la population, ça serait grave ce jour-là. Donc, j'ai dit non que
si vous ne rentrez pas, sachez que vous allez mourir ici. Là. Et je suis parti. Gloire à Dieu, vers 11 h, j'ai commencé à entendre l'autre, le bruit. Donc, ils ont démarré leur machine. Ils étaient au nombre de 5 que moi j'avais compté. 5. Dans chaque croisement, dans chaque rond-point, il y en avait. Jusqu'à 5 chars, c'est ça? Oui, ça que moi j'avais compté. Et après, ils ont commencé à rentrer et ils sont partis. Bon, et nous, on a continué notre vie. Et après, l'événement, ça continue toujours. Qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, Méry Martin, celui qui déclare, oh non, voilà, les populations de Congo, ils sont là, ils se disent victimes. Ah non, Beto Balaban Sana quoi? Oh, Beto Balaban Sana. Et voilà, non, il y a des gens qui tirent à lui en péter là-bas. Et voilà, on va dire, non, voilà, c'est le gouvernement, un truc comme ça. Et on a dit, non, libérer le quartier. Quand ils ont dit libérer le quartier, tout le monde est parti. Mais moi, je suis resté. Et dans l'entretemps, la radio de Bernard Kolela, vous avez dit, elle avait été finalement saccagée. Bouzier, moi-même, je suis allé regarder. J'ai pris le courage d'aller là-bas. Mais lesquels ont bousillé cette radio-là? S'il vous plaît? Lesquels ont bousillé, lesquels avaient en fait détruit la radio? Ça, je ne sais pas. La guerre, ça s'affrontait. Je ne peux pas savoir lesquels ont tiré sur... mais ils ont beaucoup tiré. Ils ont tiré également, là on disait, au centre sportif, là. Au centre sportif, il y avait un Ganda là, je ne sais pas qui a parti. Comment, le monsieur là, il était beaucoup connu. Mais ils ont tout rafalé, ils ont tout tiré. Hein. Il y a eu les maisons à terre, hein, les maisons à terre. Voilà. Donc, quand on déclare que non, bon, les gens ne doivent plus sortir, tout est bloqué. Il y a eu des gens qui ont profité de partir. Moi, je n'étais pas parti. À un certain moment, je suis resté là, resté dans le quartier. À un certain moment, mais je me dis non, mais j'ai faim, je dois partir. Donc, comme c'est novembre, bientôt c'est décembre. Hein, donc, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais tenter de partir. Moi aussi, pour aller chercher quelque chose à manger. Mais moi, j'étais resté dans la maison, dans la parcelle pour garder la maison. Moi, je suis déjà arrivé chez Kolela, moi. Je suis déjà arrivé chez Kolela. Coup de chance, on ne peut pas comprendre. Hein? Là où je vivais, à côté, dans la même ruelle, c'est là où vivait la grande sœur de Kolela. Donc, moi, avec les neveux de Kolela, on se connaissait. Les neveux de Kolela venaient chez nous, on mangeait ensemble. Donc, par hasard seulement, ça c'est moi, par hasard, le loco que vous voyez là, a vécu ces choses-là. Donc, à un certain moment, il y a eu, c'est-à-dire, on n'avait plus quelque chose à manger. Je me dis, non, mais attends, il faudrait que je puisse sortir pour aller chercher quelque chose à manger. Quand je sors, en faufilant, quand je sors, je suis parti. J'arrive à Diri chez mon père pour aller voir mon papa chercher un dépannage. On me donne le dépannage, je veux rentrer. Quand je veux rentrer le soir, à Bilolo, je viens trouver également, il y avait des cocoyes là-bas. Là, ça, c'était des cocoyes maintenant. Et dans le groupe, il y avait un collègue à moi, on était au lycée. Monga, il s'appelle Monga. Il va se rappeler. Donc, j'étais de passage, il me dit non, il n'y avait pas de passage. Je dis non, mais moi, je dois rentrer. Ils ont encore braqué l'arme sur moi. Mon collègue là a braqué l'arme sur moi. Mais c'est un collègue qui me connaissait bien. Moi, j'étais également turbulent. J'étais intelligent à l'école, mais j'étais aussi le plus turbulent de la classe. Donc, c'était compliqué, moi, pour me fixer quelque part. Donc, mon gars me connaissait. J'étais quelqu'un qui avait toujours les meilleures notes, que ce soit en mathématiques. La fois passée, quand vous m'avez demandé, mais tu étais inspiré par quoi? Moi, j'ai beaucoup lu les livres des cosmonautes. J'ai beaucoup lu les livres de l'exploration des Russes. Et ces livres-là, comment je les trouvais? À chaque fois que j'avais une meilleure note, les professeurs russes qui nous enseignaient me donnaient toujours des livres. Mais une fois, sur tous les livres, j'avais seulement pris un. Et j'ai compris aussi que c'est ce livre-là qui m'avait aidé à faire même mon dossier quand je vous ai parlé de dossier de demande de visa. Donc voilà, c'était ça. Donc bref, je vais rentrer. Il y a mon gars qui braque également l'arme sur moi. Je dis non, tu ne vas rien faire, tire. Après, je suis parti. Quand j'arrive à Brazzaville, je ne savais pas alors que notre mairie avait déjà donné l'ordre, plus d'entrée, plus de sortie à Bakongo.
Mais les bus fonctionnaient quand même dans les autres villes. Et ça arrivait, ça venait s'arrêter où? À Blanche-Gomez. Et après, il y avait un couloir vide et là-bas, il y avait des militaires. Moi, quand j'arrive, je me dis, mais non, mais quelque chose de miracle, je dois rentrer parce que j'avais peur. Et je dis, non, mais on m'avait laissé avec un gros stock de la maman qui fait son commerce avec le macayabou, donc c'est-à-dire les sacs, tout était resté là-bas. Toute une maison blindée. Donc je dis, non, mais si je ne rentre pas, ça sera grave. Mais s'il y a du vol là-bas, ça sera grave. Qu'est-ce que je fais? Je veux passer et voilà, je suis rattrapé par des militaires. Ils m'arrivent, ils me prennent là, en otage, ils m'ont ravi tout ce que j'avais. Et après, ils me disent, bon, on attend le bahut qui va arriver. Le bahut, c'est le camion que Sassou Pava prend là. Hein? Et quand il fait sa revue de troupes là, le bahut, il y avait un gros camion là. Parce que je connais ce camion. Moi aussi. Oui, mais pendant qu'on va continuer, Hilaire Locaux, je veux savoir une chose. Dans le même temps, on va cogiter, comme on dit, hein, on va poser des hypothèses. En fonction de ce que vous avez observé, est-ce que vous avez eu l'impression que finalement, il y avait quelqu'un derrière qui tirait les ficelles, qui voulait mettre deux camps en opposition pendant que lui, il était en retrait, c'est-à-dire mettre, par exemple, Bernard Kolela en opposition avec Pascal Lissouba, qu'ils se battent et lui, il est derrière en train de tirer les Oui, ficelles, mais comme on dit. attendez, ça, ce n'est plus à expliquer aux Congolais, mais tout le monde le sait très bien que non, non, que voilà, c'était une préparation. C'était Sassou Nguesso qui était là pour se préparer. Et l'histoire du Congo, vraiment, c'est parce qu'on cache tout. Vraiment, c'est difficile de comprendre ce que c'est le Congo, vraiment. C'est pas vraiment facile. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Donc, Oui, je vous parce que dis, tout à l'heure, je posais l'hypothèse où je posais la question de savoir comment expliquer que Bernard Kolela, qui venait, en fait, qui sortait de l'opposition, comme on l'a toujours connu, un monsieur qui n'a jamais été ministre en ce temps-là, il n'a voilà, jamais été président de la République, il n'avait aucune activité commerciale pour autant qui pouvait lui apporter aussi des milliards parce que les armes coûtent beaucoup cher et qu'il se retrouve avec une milice bien armé jusqu'aux dents. Après, on se posait la question de savoir d'où venaient ces armes. ben voilà. Et pourquoi est-ce que c'est Ndenge qui vient donner le coup d'envoi à Bakongo, c'est-à-dire qui vient donner, tirer les trois coups de feu, comme pour donner le ton, c'est-à-dire voilà, le coup d'envoi, allez, ça démarre, ça doit aller. Ah, voilà. Mais il faut se poser, la question. Donc là, aujourd'hui, quand on va faire les analyses, on va très bien comprendre, non, oui, voilà, il y avait quelque chose qu'il faut monter. Donc, il y avait bien une préparation pour mettre le feu dans le pays. Mais les choses sont claires, non? La fois passée, le député Mouani, c'est à peu près, mais c'est les mêmes choses, non? Mais Qu'il y a eu à évidemment, Guine, non? le député Moigny a témoigné là-dessus. Il a d'ailleurs avoué hein, qu'ils avaient des groupes comme ça, des unités comme ça pour rendre le pays ingouvernable. C'est lui qui le dit. Hein. Ils ont créé, mais vraiment, des troubles pour empêcher, c'est ce qu'il disait, le régime de Pascal Lissouba de Ah travailler. bon, mais sous Ce n'est pas moi l'autorité de qui le qui? dis. Sous C'est bien. l'autorité de qui? Voilà, sous l'autorité de qui la question reste posée et ceux qui nous suivent peuvent déjà deviner sous l'autorité de qui. Moi, je ne me prononce pas là-dessus. Mais bon, je vais donc proposer aussi un extrait du Dévers Moigny qui témoignait sur ce sujet. Suivez. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité, là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous, on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui, il était acteur, toi, tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissés-passer. Quand eux, avec les Kamiyoko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir les Souba, ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but, c'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Ah, Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. On avait eu un petit test ici le 4 avril 2016. On a compris qui est qui. Donc, c'était un petit test. C'était un petit test.
Et ils étaient dans les véhicules blindés, mais ils ont vu un acteur en première ligne, chassant, tuant les ninjas. Ils ont vu ça. Voilà, donc on n'est pas fini, mais on respecte. Et les armes qu'il a par rapport à sa fonction, il doit faire très attention parce que beaucoup de gens en ont. Et on a aussi des forces en attente, dormantes. Alors, Hilaire Locaux, selon Idever je dois continuer Mwani, mon témoignage. ils étaient là en train de travailler pour Denis Sassou Nguesso. Ils ont fait ce qu'ils étaient en train de faire. En fait, il faut dire que c'est du terrorisme, hein. Et là, Mais il oui, avoue qu'ils ont fait des choses, ils ont massacré des gens. Voilà. Bref, c'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Alors, après cette expérience que vous avez vécue, vous êtes resté à Brazzaville ou bien après vous vous êtes déplacé? Comment ça se passe après? après, normalement, après, je vais me déplacer, mais quand même, je dois expliquer. Ce jour-là, je me suis quand même échappé. Je me suis échappé. J'ai dit que, bon, voilà, j'étais là, on attendait le bahut, et le bahut, il n'est pas passé. Et je suis resté à un certain moment. Et comme ça relève toujours du mystique, comme je vous ai dit la fois passée, après, je me suis levé, moi qu'on avait mis à genoux. Moi-même, les militaires sont là, je me suis levé et je suis parti. Donc, on s'était Ils t'ont pas vu partir ou quoi? Je suis là, donc les militaires ne me voyaient plus. Et je suis parti. Mais quand j'arrive quelque part, j'ai pris la fuite. Parce qu'à un certain moment, je me dis, c'est comme si au moment où j'ai quitté, je ne suis plus moi. Et quand j'arrive quelque part, je retrouve l'esprit humain. Et après, je me dis, je panique, j'ai peur, je fuis. C'est quoi? Vous Donc, avez quelques gris-gris ou quoi? Ça se non, passe non, comme non, ça non, non, ou... non. Je ne maîtrise absolument rien. Si je maîtrisais quelque chose, ça serait une très bonne chose, vraiment. Je ne maîtrise absolument rien. J'ai été seulement sauvé comme ça et j'étais obligé de rester un peu quelques jours à la cité avant que je puisse encore rejoindre Bakongo. Et après, mais je dis non, mais le climat sera invivable. Coup de chance également pour moi. Je ne croyais pas. Je pense que si j'avais bien vécu cette guerre-là de telle sorte, non, il y a eu des, vous savez, non, quand les gens ils sont partis, moi je ne suis pas parti, mais il y a eu des viols. Il y a eu des gens, quand tu arrivais devant les militaires pour partir, on va dire non, non, voilà, il faudra coucher avec ta maman. Il y a des gens qui ont vécu ça. Coup des choses, je n'ai pas vécu ces choses-là jusqu'à ce que je suis parti à Pointe-Noire. Mais je me disais non, mais je serais un homme mort parce que moi, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. J'ai toujours dit non, tu braques l'arme sur moi et non, tu me demandes un truc comme ça, non, je serai le premier à te gifler et après tu vas me tuer. Donc, coup de chance, si la nature m'a sauvé jusqu'à aujourd'hui, je pense que non, il y avait un destin qui était là pour ça. Je n'ai pas vécu ces Est-ce choses-là. que, mais dans le même temps, avant qu'on arrive à Pointe-Noire, est-ce que vous êtes en train là de passer aussi un message à la jeunesse congolaise que finalement ça ne sert à rien d'avoir trop peur et que à un moment donné il faut affronter ces hommes-là, ces gens parce que finalement vous l'avez dit hein, d'entrée de jeu c'est un cartel et le cartel il fonctionne comme une Voilà, mafia et comme toute mafia qui fonctionne sur la peur. Plus les gens ont voilà, peur, plus voilà. ils vous font mal et ils marchent sur vous. Est-ce que c'est une façon de dire aux Congolais que désormais, certes, même s'ils venaient avec les armes, il faut peut-être prendre des bâtons ou je ne sais pas quoi, des pierres pour se défendre, parce que à force Voilà, évidemment de fuir, ben vous mais c'est ça. fuyez, oui, mais après ils vont toujours vous rattraper. On a vu Ben ça, ce voilà, qu'on a fait dans le. voilà. Parce que oui, c'est ça. Si moi, j'ai été sauvé, si moi, j'ai été protégé, donc milliers de Congolais ne seront pas protégés, je ne sais pas qu'est-ce qui nous protège. Il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui nous croient, je crois, il y a des gens qui croient peut-être en la nature. Mais Unzambian Pungu, et voilà, en voilà, Dieu et d'autres. la population ne doit pas se laisser faire parce qu'on est devant ça, on dit, on est devant un cartel. Attendez, qu'est-ce qui se passe dans les têtes de ces gens-là? Ils ne peuvent pas penser développement, ils ne peuvent pas penser comment faire pour faire une route entre un chemin de fer entre Brazzaville et Oyo là-bas. Ça, on ne pense pas à ça. On ne peut pas penser comment faire pour qu'on puisse avoir l'accès, même aller à Kin par le souterrain, c'est-à-dire en passant sous le fleuve. Il faut C'est réfléchir comme sur des la choses comme Manche ça. alors. Voilà, comme ils ont fait sur le tunnel de la Manche. Moi, j'ai travaillé avec cette compagnie-là qui a eu à faire le tunnel à la Manche. Sur la Manche, on appelle ça SPI Batignolles. Donc, ça veut dire non, que les gens, ils cherchent toujours des marchés.
Pourquoi ils ne pensent pas des choses comme cela? Pourquoi on pense toujours seulement à acheter les armes, à aller tuer la population? Qu'est-ce que la population a fait? Qu'est-ce qui se passe avec cette population-là? Pourquoi créer des groupes? Pourquoi créer des unités? Pourquoi on ne pense pas de développement? C'est ce que moi je me pose comme question. Pourquoi Sassou ne pense pas développement? Pourquoi on pense seulement au coup bas? Je vais tuer un tel pour que moi je puisse rester au pouvoir. Mais pourquoi il ne pense pas que non, je dois avoir un chemin de fer qui va quitter Oyo chez moi là-bas pour venir vendre les safou qu'ils cultivent là-bas à Oyo pour venir les vendre à Brazzaville? Pourquoi il ne pense pas ça? Pourquoi il ne pense pas que non, qu'on peut faire la navigation sur le fleuve Congo, c'est-à-dire en quittant l'océan Atlantique? C'est possible à le faire. Il y a des ascenseurs qui existent. Moi, j'ai été formé en tant que transitaire. J'ai eu une formation costaud et j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. Il y a des ascenseurs qui existent même pour les navires. Pourquoi ils ne pensent pas à ça? Pourquoi ils ne pensent pas au développement? Pourquoi on pense seulement à acheter les armes? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ils sont idiots. Comme ils sont idiots, qu'ils les laissent. Parce que nous, dans nos têtes, il y a beaucoup de choses. Le développement, on veut du développement. Nous, on veut d'un développement là où l'État s'occupe de tout le monde, de toute la population, et voilà qu'on puisse aller de l'avant. Et donc, c'est la question, voilà, c'est la question, votre préoccupation. Vous avez posé les questions de savoir pourquoi est-ce que le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso ne pense pas au développement, au bien-être des Congolais? Pourquoi on ne pense pas à l'agriculture? Pourquoi on ne pense pas, par exemple, à exploiter le pétrole chez nous-mêmes? Pourquoi on ne pense pas à exploiter les minerais chez nous-mêmes? Pourquoi on n'exploite pas le port nous-mêmes pour créer de l'emploi pour les Congolais? Alors, ils sont là en train de réfléchir comment encore tricher pendant les élections présidentielles qui arrivent 2026. On commence à créer des unités, des forces spéciales. On le sait, le Congo n'a jamais été en guerre depuis que Sassou Nguesso est là. À ce que je sache, le Congo n'a jamais été en guerre contre un pays voisin. Un pays. Donc, il n'y a aucune menace qui peut justifier la création des forces spéciales où on nous parle des unités nautiques, on nous parle des unités de, comment on appelle ça, des drones. Pour faire quoi? Pour surveiller qui? Pour faire quoi concrètement? Parce que s'il y a une menace réelle, il faut qu'on en parle aux Congolais. Pourquoi on n'en parle pas aux Congolais? Et pourquoi est-ce qu'on crée des unités comme ça, en violant bien sûr toute la réglementation? Monsieur Christian, qui nous a déjà menacés? Personne ne nous a menacés. Au Gabon, ce sont nos beaux-frères. Au Gabon, c'est la même famille. Au Cabinda, c'est la même chose. Congo démocratique, c'est la même chose. Centrafrique, c'est la même chose. Nous sommes une population. Les Centrafricains sont venus se marier chez nous et on a des enfants partout dans nos sociétés. C'est le même peuple qui est là. Mais on est menacé par qui? Par personne. Pourquoi eux, ils parlent de menaces? Pourquoi ils veulent menacer la population? Pourquoi ils ne pensent pas au développement? C'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis au peuple que le peuple puisse se lever. Parce que ce cartel-là a commencé il y a très longtemps. Que le peuple puisse savoir, qu'ils puissent laisser leur peur. Quand il y aura crépitement des armes, ça ne sert à rien de fuir à Makaya. Il faut toujours rester là et voir qui tire qui. Quand tu as la possibilité même de ravir l'arme, tu ravis aussi toi l'arme. Si tu as la possibilité de te défendre avec les bâtons, tu te défends avec... Il y a des peuples qui l'ont fait. Et en ce temps-là, ils vont voir, non, ah voilà, ah non, on ne peut plus blaguer avec cette population-là. Parce qu'ils utilisent quelle stratégie? Dès que ça tire, toute la population fuit à Makaya, dans les forêts. Ils vont vous rattraper là-bas et quand ils vont vous abandonner là-bas, les conséquences de ce qu'ils ont subi là, ils sont allés dans les villages, ils n'ont pas eu le sel et voilà, ils sont morts à gogo comme il le faut. Mais non, ça s'est passé, même à Pointe-Noire, moi j'y étais. Je n'ai pas fui, j'étais là. Évidemment, puisque vous parlez maintenant de Pointe-Noire, alors allons-y. Donc, que s'est-il passé à Pointe-Noire? Vous êtes arrivé à Pointe-Noire, après là-bas, c'est quoi concrètement? D'abord, avant que je ne puisse partir même à Pointe-Noire, je vais faire un tour, on m'a donné une mission, il fallait que je puisse arriver à Pointe-Noire. J'arrive à Pointe-Noire là-bas par train. Et voilà, je ne savais pas que Pointe-Noire était blindé comme ça. Donc j'arrive, on m'a volé le billet. Donc on me vole le billet. Je vais sortir, la police me rattrape, il me met au cachot. Quand on me met au cachot, là, nous sommes toujours en 1994 ou bien déjà en 1995. Là, je n'avais même pas encore commencé. Oui, je n'avais pas encore commencé l'université. Voilà. Donc, on m'attrape directement dans le cachot, le PSP qui se trouve à gauche là, quand vous êtes. Et pourquoi ils vous ont attrapé? Vous avez dit parce que vous n'avez pas votre ticket, c'est ça?
Vous ne l'avez pas acheté? J'avais mon ticket normalement, mais après le ticket a disparu. Donc, moi, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui savaient ce qui s'est passé à Pointe-Noire. Donc, il y a des gens qui pouvaient venir, ils t'embrouillent, ils te piquent le ticket depuis ta poche. Mais moi, ne connaissant rien, j'avais mis mon ticket Dans la poche? Dans la poche. Donc, voilà, j'étais pénal. Je me dis, non, il n'y a rien. Et ils ont piqué. Mais quand j'arrive, je vais expliquer, mais à quel policier tu vas expliquer cela? Directement au Newf. Quand on arrive dans le bureau, ah non, non, moi aussi, je pique la crise. Je dis non, 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 ça ne passe pas. Et j'ai commencé à tout casser. Les policiers là-bas, ils peuvent le témoigner. J'ai commencé à tout casser, les téléphones, les ordinateurs, non, bah, voilà. Après, on me maîtrise l'ordinateur. Mais celui-là, il est comment là? Mais j'étais tout propre. Et ils avaient peur de moi. Ils se sont dit non, ça doit être peut-être le fils d'un ministre. C'est pourquoi ils ne m'ont pas dérangé. Ils sont allés me mettre derrière le Newf, comme c'était bien bourré, et je ne pouvais pas. Ils m'ont mis dehors. Donc, on était nombreux là-bas. Je suis resté. Le même miracle que je vous ai expliqué, quand je me suis échappé à Blanche Gomez, au bayou qui tuait les gens. Donc, j'étais là à un certain moment, je suis sorti de moi-même. Et je sors, je passe devant les policiers qui étaient là, qui montaient leur garde. Je suis parti, et l'esprit encore humain est revenu, et j'ai pris la fuite. Et depuis ce jour-là, j'avais même peur de rencontrer les policiers. Donc, je disais, quand je suis à on appelle Pointe-Noire, ça, pardon, c'est pas ce qu'on on appelle par le mpini chez nous, non? Est-ce que, ou peut-être que vous avez ça, si c'est inconsciemment? Oui. l'impini naturel. Oui, c'est l'impini naturel, monsieur Perrin. Pourquoi je vais vous dire cela? J'ai mon cousin également peut le témoigner. J'étais un enfant battu dans la maison quand j'étais petit. Parce que j'étais touche à tout. Moi, j'étais quelqu'un, quand mon oncle laissait le marteau quelque part, moi, je prenais le marteau, je fabriquais une chaise. La chaise, là, lui-même, il viendrait s'asseoir. Hein. Mais quand il va rentrer, qui a touché à mon marteau? Boum, on commence à me taper. Et moi, donc, vous disiez que vous étiez beaucoup battu par les parents. En fait, c'est une violence. Malheureusement, bon, mais je crois que c'est du passé. Et donc. Kifuki, vous vous rappelez de M. Kifuki? Que vous avez interrogé, il y avait question de un truc de parcelle à Mkondo là-bas. Je me Donc rappelle ça, c'est bien. chez Kifuki. À côté, c'est chez moi. Moi, j'ai élevé Kifuki en question. J'étais enfant, mais j'ai élevé Kifuki. Ah bon, voilà. Comment ça? Je le lavais. Je prenais soin de Kifuki en question. Ça fait peut-être plus de 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Ça fait déjà plus de 30 ans qu'on ne s'est pas vu. Alors, donc je vous dis que Hilaire Loko, vous êtes arrivé donc à Pointe-Noire parce que le temps aussi nous tient. Vous êtes arrivé à Pointe-Noire et qu'est-ce que vous avez vécu donc à Pointe-Noire après à cet épisode bien sûr où vous avez acheté votre ticket. Malheureusement, on vous l'a piqué et vous vous retrouvez devant la police qui vous met donc au Newf comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais après vous êtes tout de même échappé. Et la suite c'est quoi? Que va-t-il se passer concrètement? Après, l'événement s'est passé, ça s'est passé, mais à un certain moment, moi, après, je veux m'installer. Donc, quand je descends à Brazzaville, les événements n'ont pas marché. Je vous avais déjà expliqué la période où j'ai été arrêté. J'ai été arrêté par qui? Okiba. Okiba, aujourd'hui, il est général, non? Okiba. Ah bon? Il m'a mis les minotes. Regarde ce qu'il faisait, M. Perrin. À chaque fois, il passait, il m'interrogeait, il appuyait pour que ça puisse me serrer. Il était encore lieutenant. Il était encore lieutenant. OPJ, au PSP de OCH. Il a arrêté un étudiant. C'est là où moi j'avais perdu ce goût-là de repartir encore à l'université. Mais pourtant, je vous avais expliqué, j'étais un homme influent à l'université. Donc, c'était Okiba qui avait participé à ma ruine. Il est devenu général. Mais aussi, quand je vous ai parlé de la période où j'avais la cabine à peinture, il y avait sa voiture qu'on est venu peindre chez moi. Lorsqu'il vient faire peindre sa voiture chez vous, il vous a reconnu tout de même? Il ne va jamais me arrêté? Non, il ne va pas me reconnaître. Mais qu'il puisse le savoir, non, qu'il a la chance. Qu'il a la chance de vivre. Qu'il a la chance. Parce que quand je l'avais vu, si moi, j'avais gardé la haine contre lui,
Hilaire locaux à la télé, on ne parle pas de violence ou des armes, voilà. Ah, donc on est à Pointe-Noire, voilà. Et après là-bas aussi vous vivez des moments tragiques. C'est aussi Tragique. la violence. Oui. Comment ça se passe? Parce qu'après vous parliez, il y a des Angolais qui sont arrivés. Nous sommes donc en Oui, 1997. quand la guerre a continué à Brazzaville, et en plus, je vais vous faire une révélation. C'est un témoignage pour moi. Avant les élections, moi, la seule chose que j'ai voté au Congo jusqu'à aujourd'hui, c'était, après la conférence nationale, la Constitution. Cette Constitution-là, je l'avais votée. Et après, j'avais dit non, que je ne peux plus voter quelque chose. Parce que c'est comme si je connaissais ce qui va arriver. Et après, j'ai commencé à dire à des collègues, y aurait des élections qui seront organisées, mais il y a l'Issouba qui va prendre le pouvoir. Mais quand il va prendre le pouvoir, l'Issouba ne va pas commander, il y aura la guerre. Quand il y aura la guerre, il y aura un MiG qui va voler sur le Congo, le MiG va tirer une bombe et après la guerre va finir. C'est comme ça que la guerre... Comment vous le saviez avant? C'est là, je vous ai dit non, que je parle du mystique. Je ne comprends absolument rien. Moi, je Oui, ne mais maîtrise... oui, vous parlez du mystique, je veux bien, mais comment vous l'avez su? Est-ce que c'est un songe ou par rêve, quelqu'un vous a dit, ou c'est juste des idées qui vous traversaient comme ça, la Non, tête? c'est des idées qui m'ont traversé comme ça. Je veux dire seulement des idées qui m'ont traversé. Et j'ai commencé à gueuler. Même avec ma tante à Kinkala, lui, ma tante était pro-Kolela. Moi, je dis non, non, rien ne va se passer. Ton Kolela ne sera jamais président. Je lui ai dit non, il ne sera jamais président. Mais c'est elle qui me nourrissait. Hein. Mais c'était opposition. Et je dis non, voilà, voilà ce qui va arriver. Et c'est ce qui est arrivé. La fin de la guerre, j'ai dit non, il y aura un MiG qui va quitter quelque part. Il va passer. Le MiG, moi, je connais le MiG, hein, parce que j'en ai un dans ma terre là-bas à Diri, qui avait raté l'atterrissage, qui était abandonné là-bas à Diri. Là-bas. Donc, je connais ce MiG-là. Ces MiG des Russes qu'on avait là, ceux qui étaient en aluminium là. Voilà. J'avais dit non, il va tirer, et quand il va tirer, ça sera la fin de la guerre. Et je vous dis que non, que le jour où ça tirait, il y avait également mon beau-frère, quelque part là-bas, et qui a eu des éclats. Il n'était pas mort, il est encore vivant. Mais ça, Lorsque moi, j'avais... les MiG, bien sûr, de l'armée angolaise, évidemment, sont entrés à Brazzaville pour tirer, c'est ça. Oui, et c'est là, c'est ça qui marquait la fin à Brazzaville. Mais avant cela, quand ils sont rentrés à Pointe-Noire, quand ils sont rentrés à Pointe-Noire, je vous ai dit la fois passée, moi je vis à côté de l'aéroport de Pointe-Noire. Donc du coup, eux, la première chose qu'il faut faire, c'est d'attaquer l'aéroport. Il y avait des militaires là-bas. C'était la panique dans Pointe-Noire. Ça commençait à... Ils sont venus sous mes applaudissements. Nous, on s'est dit là, ah, bientôt c'est la fin de la guerre. On dit, voilà. Ah, non. Mais quand je regarde les faces des jeunes, les faces bizarres, je n'ai jamais vu de monde comme ça. Là. Je dis non, les Congolais ne sont pas comme ça. Mais ça, c'est... Et après, ça s'installe, ça commence à tirer. Ils ont commencé à tirer sur nous. On s'est replié, mais on est resté dans le quartier. Moi, je suis resté dans le quartier. Tous les jeunes, ils ont fui le quartier. Tout le monde est parti. À Makaya. Moi, je suis resté là. J'ai protégé mon... ils avaient probablement reçu l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge, c'est ça? Ben oui, ils ont tué des militaires. Moi, je suis allé voir les corps sur les rails là-bas. Les corps, voilà, enflés, parce que non, voilà, abandonnés. Et quand ils ont commencé aussi à ramasser les corps, moi, j'ai vu. Et après, ce sont les cobras qui sont venus. Moi, je connais beaucoup de cobras. Et donc, une armée étrangère et les mercenaires étrangers qui accompagnaient Denis Sassou Nguesso dans son coup d'État, qui sont venus tuer les Congolais, les soldats congolais. Voilà. Oui, ils ont tué. Ils ont tué. J'avais un collègue qui s'est échappé de justesse. C'est lui-même qui est venu me dire. Donc, c'est-à-dire, il est sorti du camp et c'était un beurre bleu. Kakake Emile, je pense qu'on l'appelait. On avait fait la formation ensemble chez M. Tsamouna là-bas, là où on était formé en informatique. Lui, il a formé beaucoup de militaires. Hein. Il a formé des colonels là-bas. Il a formé vraiment tout le monde. Donc, on était dans l'immeuble des officiers à Pointe-Noire là-bas, au CPRG là-bas. C'était un cabinet privé d'informatique, un truc comme ça là. Voilà. Donc, du coup, quand les Angolais, ils font tout ça là, c'est à monsieur. Et après, après les Angolais sont partis, ce sont les Cobras qui se sont installés et avec les Angolais ensemble. Mais on a vu des choses dans le quartier. Donc, c'est là où
les jeunes filles, c'est ce que je déplore toujours, les jeunes filles, ils ont commencé à aller se livrer aux Angolais, parce qu'après les Angolais, ils ont pris le camp. Le camp, à la base, là-bas, ils ont pris, c'est eux qui ont occupé, il y a leur colonel, c'est eux qui régnaient là-bas. Et les filles qui partaient se livrer là-bas, il y a eu des filles qui ont fait des enfants avec les Angolais, non? Ils sont à Pointe-Noire là-bas. Donc, les Cobras, ils se sont installés là. Moi, je ne me suis pas déplacé et je suis resté. Et voilà, on est resté. Jusqu'à ce que, ben voilà, le mouvement, donc le pays, ça reprend un peu. Mais les Cobras, ils sont restés là. Et c'est là où j'ai commencé avec ma cabine de peinture. Je vous avais expliqué. Donc, tout se passait chez moi là-bas. C'est là où on venait peindre tout. Malgré tout ce que je subissais comme quoi. Je pense que nous sommes vers la fin. Le dernier témoignage que je vais faire, c'est toujours sous ces attaques-là. Quand j'avais dit que non, que c'est des criminels, ces policiers-là ou bien ces cobras-là qu'on a mis dans l'armée, il n'y a pas l'instruction dans la tête. Je suis en train de faire 100. Il y a une qui m'arrête. Une fille, on l'appelait El Paquita, on dirait. Un truc comme ça, El Paquita. Les policiers de là-bas, ils doivent le connaître. El Paquita. Une fille qui m'arrête. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je présente, en ce temps-là, toujours la convocation. Je vous avais parlé de la convocation de M. Icolo, que j'étais parti voir de mon courage. Je ne le connaissais pas. Mais j'ai quitté chez moi. Donc, seulement comme ça, c'est comme si l'esprit qui rentre. Dirige-toi, va. Je suis allé, je ne le connais pas. Je suis allé, j'ai dit, j'ai expliqué. Il m'a fait une convocation. Il m'a autorisé de rouler pendant 3 mois. Donc, j'avais une convocation valable pendant 3 mois. Donc, tout policier, normalement, était censé me faire passer quand il voyait cette convocation-là. Mais c'est là, quand je présente, elle prend la convocation, tourne, elle met de la poche, elle dit non, va appeler Icolo. Manque de respect. Elle n'a même pas de grade. Elle me dit, va appeler Icolo. Et mais comme moi, je suis moi, je suis moi, loco. J'ai donné, j'ai observé, j'ai regardé, elle fait l'erreur, elle montre encore la convocation. Moi, je prends la convocation. C'est ça qui m'a sauvé. Je prends directement, je mets dans ma poche et je vais démarrer. Quelle humiliation! Ça commence à crier de partout. Une histoire de... comme Tom et Jerry, alors. Donc, c'est pour montrer aux jeunes Congolais d'être courageux quand vous êtes affrontés, quand, attendez, la police qui est censée vous protéger, l'armée qui est censée vous protéger, mais est en train de vous prendre comme des bétails, il faut avoir des stratégies. Moi, ce jour-là, c'est ce que j'ai fait sur El Paguita, qui était accompagné d'un autre policier. Et j'ai démarré la voiture, j'avais des clients, je suis parti. Oui, mais Hilaire Loko, vous nous parliez des gens, en fait, des soldats ou je ne sais pas si c'était des cobras, à Pointe-Noire, qui ordonnaient qu'on aille arrêter les gens et qu'on les fasse voyager, c'est le terme que vous utilisez. Oui. Alors, comment ça s'est passé? C'était qui concrètement? Vous savez, quand j'avais dit chez moi, venez tout le monde. Chez moi, venez tout le monde. Bon, voilà, les officiers venaient se reposer là-bas. Il y a ceux qui sont là, il y a ceux qui vont me reconnaître, il y a ceux qui ne vont pas me reconnaître. Comme ils venaient se reposer souvent chez moi, il y avait la cabine à peinture, il y avait un garage là-bas. Bon, j'avais un maître qui était vraiment connu de la police. Moi, c'est pas moi qui ai amené ces marchés-là. Hein, non, c'est parce qu'il y avait un télé qui travaillait là-bas et donc eux, ils venaient pour travailler. Et donc voilà, ça devient comme une famille. Donc les officiers venaient. Et c'est là où, une fois l'officier va me dire, non, ben écoute, petit, tu sais, il y a des choses bizarres qui se passent dans ce pays. Il y a le trafic des ossements humains. Moi, j'ai déjà, c'est lui qui dit, hein, moi, j'ai déjà arrêté des gens ici, là, mais c'est un circuit compliqué, tu ne peux pas comprendre. Donc, ils prennent les têtes, ils prennent les ossements pour les envoyer en Europe. Ça va par glacier. Mais c'est un trafic organisé par qui concrètement? Les gens du pouvoir ou des gens ordinaires? Mais ça ne peut qu'être les gens du pouvoir. Attendez, la sécurité, la sécurité, le MNR qui a commencé le MNR. Une fois, moi, je vous ai dit non, que vous savez, non, que Sassou dirige le Congo, ça fait déjà plus de 60 ans. C'est-à-dire, dès qu'il y avait même l'indépendance, Sassou dirigeait déjà, mais il n'était pas là. C'est-à-dire, il n'était pas présent, il n'était pas aux affaires, mais c'est lui qui dirigeait. Donc, il a plus de 60 ans au pouvoir. C'est ce que moi, toujours, j'ai dit. Donc,
Si ce sont les gens qui ont fait la MNR, je ne sais pas comment ils appellent ça, si c'est MNR, vous rappelez de ce mouvement-là. Le GMNR, oui, oui. GMNR, voilà. Donc la sécurité d'État, mais lui c'est un bon agent français. Ça, c'est un très bon agent français. Un agent de service de renseignement. Mais c'est pourquoi vous voyez, non, mais tout passe par lui. Quand on a tué Thomas Sankara, moi j'étais encore jeune, mais j'ai vu Compaoré venir au Congo. Je l'ai vu. Et après 2 jours, il est rentré, il est allé tuer Thomas Sankara. Ça s'est passé où? C'est passé par le Congo. Mais qui avait demandé qu'on puisse le tuer? Pourquoi il est passé par le Congo? Mais c'est parce que, non, que quand il avait humilié, je ne sais pas si c'est Mitterrand qui l'avait humilié, quand il a dit non, vous avez reçu Peter Botta avec les mains, tout. Et Mitterrand, je ne sais pas, ce président-là, il dit, mais vous avez ce courage, vous avez le grand courage de parler. Et quand il dit comme ça, après quelques jours, non, ils ont fomenté le coup pour le tuer, non? Donc, qu'est-ce qui peut passer devant Sassou que Sassou ne connaît pas? Donc vous allez dire non, que les Ossemans vont quitter la France, non, le Congo, pour partir ailleurs sans que lui il soit au courant. Alors non, le premier, on va dire non, le premier policier du monde, on peut dire non que c'est lui. Et donc, lorsque ce colonel vous parle de ces ossements-là, il vous dit quoi concrètement? Que ça passait par les aéroports, c'est ça? Et pourquoi ils n'arrêtaient pas ça? Mais s'ils n'arrêtaient pas, donc ils avaient des instructions. Des plus hauts, non? Des supérieurs, non? Lui, il était colonel. Il était colonel. Oui. Donc, c'est que donc, ils savent ce qui se passait. Mais vous voyez, parfois, non, c'est ça qui explique, non, il y a des gens parfois qui sont dans le système, parfois qui ne sont pas aussi contents de ce qui se passe. Et aujourd'hui, ce colonel-là, c'est sûr, non, qu'il a eu à faire du mal. Parce que, non, il donnait parfois des ordres devant chez moi là-bas. Quand il disait, non, bon, voilà, faites disparaître. Tu vois, non? Pardon, je n'ai pas bien compris. Il donnait les ordres, faites-le disparaître. Là, il leur donnait ces éléments pour aller attraper les gens, c'est ça? Oui, ces éléments. Aller attraper les gens et les faire disparaître, c'est-à-dire les éliminer, c'est ça, physiquement? Oui, les éliminer. Après, sur quel motif? Donc, lui, quand on l'appelait, c'était par le moteur-là. Quand on l'appelle, on lui dit, donc lui, c'est lui qui décide. Bon, parfois, il dit non, bon, bétailler. Quand la bague va atterrir, ou bien les policiers atterrissent, on va te taper comme il le faut. Et après, on te soulève, on te jette. Tu ne connais pas sur quelle position tu vas aller tomber sur leur camion là où ils ont mis la chaise au milieu là. Et donc, c'est des ordres qui venaient d'un officier de l'armée. Ben oui. Lui, quand il parle, moi, je suis là. Voilà, c'est comme ça. Parfois, je fais semblant, c'est comme si je n'écoutais pas, alors que je suis en train d'écouter ce qu'il est en train de dire. C'est comme ça. Ça veut dire qu'en cette période, on a ordonné des milices, il faut le dire comme ça, des milices privées, aller tuer expressement. Les ordres étaient donnés pour aller éliminer les gens, faire voyager comme vous le disiez là. Mais c'est des crimes contre l'humanité. Et ça, c'est imputable évidemment à Denis Sassou Nguesso, parce que c'est son règne en fait. C'est son règne. Ils sont ses hommes à lui. Dans mon quartier, il y a eu même des jeunes qui ont disparu. Oui, qu'on tuait. Vous allez au quartier Mouyonji là-bas, vous demandez vers le bas là-bas, il y avait des petits qui étaient là et à un certain moment, on a commencé à éliminer un à un comme ça. Ceux qui les éliminaient, parfois, ils venaient chez moi là-bas. Donc, il y a bien des groupes qui sont là, bien chargés à éliminer les gens. Après, je vous ai dit que non, que malgré le côté parfois non, assassin que ces officiers-là parfois portent, mais ils ont aussi le côté humain. Parce que je dis que non, que j'avais un fils qui ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il était là à 4 pattes. Je parle même de 4 pattes, non, mais lui, il marchait sur les fesses. Et c'est cet officier-là qui m'avait amené un produit, je ne sais pas quoi, une goutte seulement qu'il avait donnée chez l'enfant. Et le lendemain, l'enfant s'est mis debout. Tout le monde a crié là-bas. L'enfant avait quel âge? Il avait quel âge? Je ne sais même pas. Est-ce qu'il avait une année? Je ne sais même pas. Ou 2 ans comme ça là. Mais vraiment, l'enfant avait eu un retard. L'enfant ne marchait pas. Donc, là, quelque part, je demande aussi pardon pour se dire, non, bon, voilà, il y a eu des gens, peut-être, qui ont perdu la vie par rapport à ces ordres. Mais ces gens-là, parfois, ils ont le côté humain.
La fois passée, je vous ai parlé du colonel Ayuka. Et vous savez, ce jour où moi, on m'a amené au central là-bas, si le colonel Ayuka n'était pas là, peut-être après c'était ma mort. Mais plutôt c'est un Bon, mais colonel. encore, vous avez eu la chance, il faut le dire comme ça, mais un crime reste un crime, un criminel reste un criminel. Dans tous les cas, il doit répondre devant la barre un jour. Oui, vous avez eu la chance, c'est tout normal. C'est pas tout le monde qui a la chance, malheureusement. Et les gens sont morts sur ordre de ces officiers qui répondaient évidemment sous Sassou Nguesso, et je ne sais pas Ah ben oui, s'il y a encore d'autres. Et mais puis, oui, mais c'est des ordres donnés parce que voilà, il fallait éliminer, fallait tuer. Au Kaché Mouyondi, ils ont tué beaucoup de gens, non? Au Kaché Mouyondi, dans le secteur, là où descend l'avion, là où descend l'avion, à l'aéroport, à l'aéroport, oui, c'est un oui. long couloir qui est là. Et après, il y a un quartier, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est-à-dire, dès que tu as fini OCH, dès que tu as fini OCH, il y a un petit cachet là, au Dibodo là. Mais il y avait des jeunes qui étaient là-bas, beaucoup ont perdu la vue. Ben oui, sous ordre, ben voilà, on les Et tue comme donc, ça. ce qu'on peut noter ce soir, c'est que le crime, la violence, les milices, c'est un mode opératoire de Denis Sassou Nguesso, et nous venons de le dire d'entrée de jeu, et même la création de ces forces spéciales inquiète parce que finalement, on est en train de retomber, sinon repartir, dans les réalités de ces années-là où beaucoup de Congolais ont perdu des vies. Et vous disiez tout à l'heure que ça ne sert plus d'avoir peur de ces gens-là. Et quand c'est comme ça, il faut apprendre à se défendre. À se Quitte à défendre. y laisser la vie, pourquoi pas, mais mieux vaut se défendre. Au moins, vous vous serez Mieux défendu vaut se et bon, défendre advienne que parce que, pourra. voilà, le peuple doit se défendre comment c'est-à-dire en étant debout. Parce que quand ça tire, quand vous fuyez, les gens vous poursuivent. Mais quand ça tire, que vous êtes debout, et vous commencez à distinguer qui est en train de tirer, en ce temps-là, vous pouvez vous prendre une position. Il y a des moments où parfois je regrette des choses, monsieur Perrin. Les stratégies, vous savez, nous en France ici, là, on avait un groupe WhatsApp qu'on appelait Unité du Sud Congo. Et après, il y a eu un autre groupe Africa United. Dans ce groupe-là, moi, je donnais toujours les idées et après, il y a des moments où je pouvais aussi regretter. Quand il y a eu la prolifération des bébés noirs à Pointe-Noire, moi, j'ai fait un message, je leur ai dit, peuple, défendez-vous. Comment vous allez vous défendre? Quand vous n'avez pas d'armes, allez-y, prenez les pierres. Donc, chacun puisse avoir son sac de pierres à la maison. Quand ces gens-là arrivent pour attaquer, vous prenez les pierres, vous jetez sur eux, ils vont fuir. Voilà, c'est comme ça. Mais après 2 jours, 3 jours, le jour où on a montré quelqu'un qu'on a lapidé, je vous dis franchement, la vérité, j'ai encore regretté, quoi. Qu'est-ce qu'il D'avoir avait fait pris. pour qu'il soit lapidé comme ça? Mais c'était ça, pour aller attaquer Un bébé noir qui un partait bébé noir qui attaquer. était parti attaquer. Et voilà, les gens se sont défendus avec les pierres. Bon, en fait, ils se sont fait justice eux-mêmes. Bon, en fait, ce qui n'est Eux-mêmes. pas autorisé en plus, c'est interdit. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ce sont là des réalités du Congo-Brazzaville. Alors, Hilaire Locaux, nous allons donc boucler cette émission. Et la fois dernière, nous disions que c'est une série d'émissions. Il nous reste tout de même un petit volet à survoler, bien entendu. C'est un peu votre situation avec euh, Ah oui. le port autonome de Pointe-Noire où Bolloré fait la loi. Dernièrement, vous avez parlé de cette situation, mais après, il y a eu des réactions. J'ai même suivi, voilà, je n'ai pas besoin de diffuser ça ici parce que je n'ai pas l'autorisation. Un audio où la dame est en train de menacer pour dire, ben écoutez, oui, vous êtes allé parler à la télé alors que c'est vous qui ne vouliez pas payer de l'argent et voilà pourquoi nous avons bloqué les conteneurs et autres. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que c'était gratuit? Et tout un tas de choses. Comment vous réagissez à cela? Mais c'est toujours ce que j'ai dit. Cette façon de faire au Congo, le cartel. Mais un jour, la vérité va jaillir, hein, ça c'est sûr. Hein, c'est sûr, hein, un jour. Pourquoi? Une fois, si vous vous rappelez, on a eu à exposer
des ministres, je ne sais pas, il y avait également Bouya à l'intérieur, qui prélevaient des taxes sur nos billets que nous achetons pour Air France. Vous savez, non? Oui, il y a un truc comme ça Tout qui à a été fait, fait. à 5%. Voilà, voilà. Donc, je pense que nous, au port là-bas, c'est également la même chose qui se passe. Oui, cette dame-là, la transitaire, a eu à menacer, mais moi, je l'ai dit, va dire ce que j'ai dit au directeur Du port. de chez Bolloré là-bas, du port, et voilà, qu'il puisse m'expliquer pourquoi ces tarifs-là. Et je l'ai toujours dit, quand, quand Sassou Nguesso a pris le pouvoir, hein, Sassou Nguesso a pris le pouvoir et après ils ont nommé le ministre Clément Mouamba, la première chose que moi j'avais dit, non, j'ai dit ceci. Si Clément Mouamba ne règle pas le problème du port, c'est-à-dire en facilitant, nous qui sommes à l'étranger, qu'on puisse être capable de faire rentrer du matériel, ce gouvernement-là ne va jamais réussir. Un gouvernement qui réussit en Afrique commence d'abord par alléger ce qui se passe pour les autochtones au port. C'est comme ça que ça se passe. Quand ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne va pas le faire. C'est ce que j'avais dit. Et voilà, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Le gouvernement de Collinet Makosso n'arrive pas. Pourquoi? C'est parce que voilà, ils n'ont pas suivi, on va dire même les consignes. Parce que nous, quand on parlait, les gens, ils ne suivaient pas. C'est ce qui se passe. Voilà le résultat là. Oligui, qu'est-ce qu'il a fait? Mais attendez, une année seulement, non? Vous avez vu ce que Oligui a fait? Oligui, même si on dit que non, c'est un coup d'État, je ne sais pas, de maison, mais il fait les preuves. Il fait les preuves. Je me dis même, non, qu'il puisse continuer. Que ces assoiffés même du pouvoir, c'est-à-dire non, que les hommes politiques, ça ne sert absolument rien. Regardez que quelqu'un puisse travailler parce qu'il fait du bien. Il a même pensé à ceux qui sont à l'étranger. Je l'ai suivi moi-même. Qui a dit, dites à aux parents qui sont à l'étranger, ceux qui veulent acheter des voitures, des taxis pour leurs frères qui sont ici là. Quand la voiture arrive au port là-bas, il n'y a pas de frais de douane. Vous voyez ce que ça fait? Ça soulage déjà nous qui sommes à l'étranger et à aider les familles. Comme les gouvernants ne sont pas capables d'aider ces jeunes-là, nous sommes capables, en achetant quelque chose, mais tu lui donnes peut-être un contrat, un taxi, et ça va le faire propulser. Mais déjà, quand tu achètes la voiture, là, tu arrives là pour sortir une voiture. Moi, je n'ai jamais fait sortir une voiture à 800 000 francs. Toujours 1 500 000. Et quand tu veux également vendre la voiture, c'est 1 500 000 aussi à vendre. C'est ça que je demande que le directeur de la douane, que le directeur de Bolloré vienne m'expliquer comment on fait le commerce. Ça devient quoi? Ça, c'est le phishing? C'est quoi? Je ne comprends pas ce qui se passe au Congo là-bas. Et donc, ce que cette dame a dit, vous refutez, c'est-à-dire, c'est une forme de diffamation, c'est du mensonge, ou bien qu'est-ce que vous lui dites? Mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. Parce que moi, quand j'ai envoyé le conteneur, ce n'est pas le premier conteneur que j'ai eu à envoyer. J'ai mon grand là-bas qui fait ces va-et-vient là avec des conteneurs qu'on appelle Vitalis. Qui ne connaît pas Vitalis dans Pointe-Noire? C'est lui qui était le premier à avoir, même on va dire non, les bus. C'est lui qui était le premier à avoir les lavages, c'est-à-dire modernes, là où les choses se passent. Vitalis, qui ne le connaît pas? Mais une fois, moi, je lui ai donné le conteneur à moi. Avec sa marchandise. Il dit non, ben, écoute, grand, tu arrives là-bas, c'est mon conteneur. Il a pris, il arrive là-bas, et après il me dit, ben voilà, mais le conteneur, il va sortir. Je l'avais mis au même nom, comme j'ai fait pour cette dame-là. J'ai dit non, que le conteneur, c'est à ton nom, mais ça arrive là-bas, je vais prendre. Quand il arrive, il me dit non, que pour dédouaner ton conteneur, c'est-à-dire l'étiquette seulement, le tube vide, malgré il y a ma marchandise, non, toi, je dois payer 400 000 francs CFA. Mais qu'est-ce que j'avais fait? J'ai pris les 400 000 francs, j'ai donné chez Vitalis. Il est allé donner à la douane là-bas. Et un conteneur pour circuler au Congo, il faudrait qu'il puisse avoir l'exact. Il puisse avoir le papier, je ne sais pas eux comment ils appellent ça, la mise à disposition là. C'est-à-dire, pour l'avoir à la douane, il faut d'abord payer. Mais la douane, la femme dit, non, mais moi, je voulais passer par un client pour que je ne puisse pas payer le conteneur. Mais si je ne paye pas ce conteneur-là à la douane, mais comment mon conteneur va circuler au Congo? Il y a des contrôles. Il y a des moments où tu veux même vendre le conteneur. Mais l'achetant va toujours te demander également les papiers du conteneur. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit un conteneur volé.
Donc, moi, je suis transitaire, bien formé. En plus, M. Perrin, j'ai été formé dans la même école, là où ils viennent se former cela. Aujourd'hui, ils ne viennent plus. Vous savez, c'est parce que c'est le Congo qui ne marche plus. Mais sinon, à chaque année, on recevait toujours des Congolais qui venaient se former chez nous, là, qui travaillent dans le port là-bas. Ceux qui travaillent dans le port venaient se former chez nous ici, là, dans l'école là où moi j'ai été formé. Donc, on s'est déjà retrouvé là-bas. On connaît ce que c'est. Le directeur connaît ce qui s'est passé également avec ces gens-là. Et il connaît également celui qui les a menés ici. Donc, cette dame-là, ça, c'est ce qu'on appelle voilà, du mensonge. Et voilà. Parce que moi, je connais comment les choses ça marche. Ce n'est pas le premier conteneur que j'ai eu envoyé au Congo. Un deuxième également. Un troisième aussi. Moi-même, je suis arrivé. Je sais que non, ça coûte dans ces sommes-là. La fois passée, moi-même, je suis allé voir le chef de la douane pour lui dire non, grand frère, moi je reviens de la France, c'est la première fois que je puisse faire un conteneur, mais ce conteneur-là, vraiment, quand vous me demandez 400 000 ou bien 500 000, ça ne peut pas. Grand frère, je demande que non, que ce soit à 300 000. Il m'a dit, bon, ok, je t'accorde pour 300 000, allez-y payer. Ils sont allés payer à la banque. Et il y a bien il y a eu le reçu. Mais cette dame-là qui a eu à me faire du travail, demande là, je l'avais exigé, il faudrait que je puisse avoir les factures. Où sont les factures? De là Elle où ils ont travaille payé. là-bas. Elle est agent là-bas, elle travaille au port. Non, elle est transitaire, la dame que j'ai utilisée, celle qui disait non, que je vais aller voir le directeur de Congo Terminal. Elle est transitaire. Je lui ai dit, mais tout le travail que tu as eu à faire, tu m'as demandé 100 000 comme main-d'œuvre. Je n'ai même pas discuté les 100 000, tu te payes les 100 000. Où sont mes factures de ce que tu as payé? Vous êtes allé payer à la douane, non? Ok, la douane doit avoir la facture ou bien le reçu de la banque, non? Pour dire que mon Évidemment, argent est rentré. bon, mais écoute, aujourd'hui, on va un peu se passer de son nom, sinon on pouvait bien citer son nom, mais prochainement, je crois que si les choses continuent comme ça, puisque vous êtes en train même de réclamer vos reçus, ce qui est normal, on ne peut pas payer et puis ne pas avoir de reçus, bah, elle peut bénéficier de notre clémence aujourd'hui. On ne cite pas le nom. Le nom, je l'ai là, mais bon, malheureusement, les téléspectateurs vont nous excuser pour aujourd'hui. Et on va continuer les investigations. Ben, si ça continue dans ce sens, comme je l'ai dit, on sera bien obligé de prononcer son nom sur le plateau. Moi, Alors, j'attends qu'on puisse venir m'expliquer. Je vous dis, M. Perrin, je ne peux pas Oui. l'accepter que je puisse sortir un conteneur à 8 500 000 au moment où je sais que non, que là, à l'intérieur, je ne vais pas trouver des choses que je vais vendre qui vont me coûter 8 500 000. Parce que tout ce que j'ai amené, mais les Congolais, je ne peux pas comprendre. J'achète une voiture ici là, à 4 000 euros. J'arrive là-bas, 4 000 euros. 6 x 4, 24. Donc au moins, nous sommes déjà à 2 500 000. 4 000 euros. Une façon de vous empêcher de faire des affaires, on a tout compris. Alors, Hilaire Loko, on va donc boucler, c'est la dernière question. Je vous donne quand même quelques secondes pour répondre à cette question et puis ça sera la fin. Alors, il y a une information qui circule, c'est vrai que c'est encore une rumeur, mais au Congo, ça commence comme ça. Il s'agit de la concertation politique annoncée dans le milieu politique. On parle d'une concertation politique. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Bon, ben, je ne suis pas au courant de cela, mais vous savez, moi, je suis fatigué de la politique. Je ne veux plus qu'il y ait de la politique au Congo, mais qu'on puisse passer à la pratique. Vous savez, le cartel de Brazzaville fait de telle sorte que non, que on puisse passer, c'est-à-dire, vous passez le temps. Que le peuple congolais puisse comprendre que il y a eu génération et génération, et jusqu'à aujourd'hui, s'il ne s'oppose pas à cela, rien ne va se faire. Ce n'est pas cette concertation-là qui va faire quelque chose pour le Congo. Le Congo veut d'un développement. Voilà, c'est ça. Le Congo veut d'un développement. Normalement, un changement radical. Un changement radical. Un changement, vraiment, on dit un changement radical qui va passer directement au développement. Et moi, je vous dis que dans ma tête, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire. On ne pourra pas comparer un pays où moi, j'ai donné les directives à un pays qui se retrouve dans ce monde-là. Je ne vois pas. Je vous ai déjà dit non, que la France n'est pas développée.
les États-Unis ne sont pas aussi développés. Ça, c'est ce que je vous dis. Parce que je connais ce que c'est le développement dans ma tête. En plus, je me rends compte, quand tout le monde vient raconter, quand tout le monde vient parler de, c'est pas, non, telle situation, les gens ne voient pas ce côté développement. Dans un pays développé, quand vous roulez sur une route, cette route, au même moment, est en train de produire de l'électricité. Dans un pays développé, on ne va pas faire traîner le fleuve Congo qui ne produit pas quelque chose pour l'évolution. C'est-à-dire, le fleuve Congo, c'est un fleuve à protéger, mais qui doit aussi participer au développement du Congo, au développement de l'Afrique. Mais ce que je vois là-bas, c'est zéro. Les gens n'ont pas compris. Il n'y a rien. Les gens, c'est la politique. Ils veulent seulement avoir des postes, ils veulent avoir des sous. Moi, je peux diriger un pays, je n'ai pas besoin d'un salaire, monsieur. Notez ça, je n'ai pas besoin d'un salaire. Donc, si au Congo, si en France, il y a des gens qui trouvent qu'on peut aller faire un changement au Congo sans que nous ayons des salaires, eh bien, qu'on puisse se concerter donc. Mais sinon, ce qu'ils font là, c'est du blabla. Chacun veut avoir son poste, chacun veut se faire voir. Bon, voilà. Vous me voyez, non? Je me fais toujours le plus simple. Mais ce ne sont pas des costumes qui me manquent. Moi, je suis un Larry, je suis un sapeur. J'ai déjà prouvé. Moi, je suis déjà rentré dans un bus où mémé crie. Monsieur, il est élégant. Monsieur, il est. Donc, une mémé devient folle. Parce que m'a vu habillé. Donc, ce qu'ils font là, c'est du blabla, c'est du zéro. Ça ne va rien apporter au Congo. Voilà, donc ceux qui parlent de dialogue, de concertation, en réalité, ils sont dans la logique d'une lutte de positionnement. Ils veulent donc Voilà. aller occuper des postes et puis se faire les poches. Voilà. Voilà, et pour le reste, la vie des Congolais, c'est Voilà. pas ce qui les intéresse parce que finalement, tout Ils le ont monde a quel vu, a projet? observé, hein, tout le monde a vu. Ils ont quel projet de société? Peut-être, monsieur Perrin, un jour, peut-être je vais mourir. Ils ont quel projet de société? Moi, dans ma tête, j'ai un projet de société pour se dire, non, à chaque naissance sera affecté un bout de terre à un Congolais. Parce que personne n'est né avec cette terre-là. Donc, chacun devait être logé. Est-ce que les gens, ils ont pensé à ça? Ils ont quel projet de société Oui, dans la tête? parfois ils ont des idées, mais ils veulent rien faire pour les Congolais. La vérité, c'est ça. C'est que Ah ben bon, voilà. après, la concertation, comme on l'a dit, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une stratégie pour Sassou Nguesso de rebondir dès qu'il se sent faible. Il convoque une concertation pour, voilà, distraire les Congolais. Une fois qu'il il a encore conforté son Eh ben pouvoir, voilà. il se met à éloigner tout le monde. Ben, bref, ça, c'est ce que nous C'est pensons. En regrettable. plus, c'est C'est discutable, hein, regrettable. c'est notre point de vue. Après, c'est discutable. En tout cas, merci beaucoup, Hilaire Loko, d'avoir encore été avec nous, de nous Ok, avoir c'est moi qui vous remercie. partagé ce témoignage, bien que glaçant, mais bon, c'était nécessaire pour comprendre un certain nombre de choses. Et surtout le message que vous avez passé aux Congolais pour leur dire désormais, ça ne sert pas de fuir, même quand ces gens-là viennent avec l'intention de vous nuire, viennent avec les armes, vous pouvez vous défendre avec les bâtons et les pierres. Il y a des peuples qui l'ont fait. Quand vous fouillez, on vous suivra jusque là où vous irez. Et on a vu des expériences comme ça à Ikonongo, dans le pool. On a vu ceux qui ont fui, même dans les Voilà. forêts, ont été Voilà. rattrapés. Et Voilà. la suite, vous la connaissez. Nous sommes sur donc un plateau de télé. Il y a des choses qu'on ne peut pas trop dire. Mais donc, la peur ne résout rien. La fuite non plus ne résout rien. Il faut se défendre, Voilà. quitte à y laisser sa vie, mais au moins vous vous êtes défendu. Merci donc d'avoir été avec nous. Mesdames, Messieurs, encore merci de nous avoir donc suivis, de nous avoir accordé votre attention. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir massivement partagé cette interview où nous étions avec Hilaire Loko. Je rappelle qu'il est transitaire. Il a voulu nous partager l'expérience, une expérience de sa vie. Et donc, avec moi, on se retrouve très prochainement, mais dites-nous en commentaire ce que vous pensez Merci beaucoup. de ce Merci beaucoup. témoignage. Je Le vous cher en journaliste, prie. le grand journaliste. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci et à très bientôt.